Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Vous avez suivi l'actualité du week-end. Outre la prise de la ville de Bukavu par la rébellion du M23 et son soutien rwandais, il y a eu le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union africaine. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu, comme d'habitude, au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Et on remarque qu'il y a eu de nouveaux dirigeants. D'abord, le président angolais, Joao Lourenço, a pris la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, alors que le ministre des Affaires étrangères, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, a été élu comme président de la Commission de l'Union africaine. La présidence est tournante, on ne va pas y revenir, il n'y a pas de grands enjeux, mais le rôle essentiel de l'organisation, normalement, est entre les mains du président de la Commission africaine. La vie quotidienne de l'organisation dépend de son chef, donc le président de la Commission. Et c'est donc le Djiboutien maintenant, Mahmoud Ali Youssouf, qui a été élu au détriment de deux autres candidats, le Kenyan Raila Odinga et l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache en la personne de Richard Handriama Drato. Et donc, d'après les élections, c'est le Djiboutien, le ministre, c'est lui qui était jusqu'à présent ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui est président de la Commission de l'Union africaine. C'était un poste très convoité. Parce que justement, comme je le disais, c'est le président de la Commission qui normalement prend des décisions essentielles engageant l'organisation panafricaine. Et on attend de voir dans quel sens, quelle orientation il va engager l'Union africaine. J'ai vu beaucoup de commentateurs, beaucoup de réactions après sa réélection, après son élection, et beaucoup de gens disent qu'il a été élu parce que beaucoup ont voulu écarter Raila Odinga, le candidat kényan, dont la candidature avait été activement soutenue par son président William Ruto. Et William Ruto est accusé par beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Est d'être de connivence avec le pouvoir de Kigali, qui, comme vous le savez, est le principal déstabilisateur de l'Est de la République démocratique du Congo. On accuse William Ruto, le président kényan, de même que le président ougandais Yoweri Museveni, de soutenir la rébellion du M23 et de l'armée rwandaise, qui sont maintenant en train d'engranger des victoires dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec notamment la prise de Bukavu qui a été confirmée ce week-end. Et on verra. Mahmoud Ali Youssouf aurait été élu pour pouvoir écarter Raila Odinga. Mais quand on y voit de plus près en réalité, cela ne change rien. Puisque le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est en réalité également, du moins de façon directe, par le biais de la France, un allié du pouvoir de Kigali, principal déstabilisateur de l'Est de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous que si l'Union européenne n'arrive pas à prendre des sanctions contre le Rwanda maintenant, c'est que Paris s'y oppose.
Et la France est le pays qui soutient aussi le Rwanda. La France, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de Congolais dire sur les réseaux sociaux, se poser la question de savoir si la France n'est pas le principal déstabilisateur de l'Est et de l'Europe par son soutien actif à Paul Kagame et à son pouvoir. Et maintenant, voilà, le nouveau président de la Commission africaine est un candidat qui a été présenté par le Djibouti. Et d'ailleurs, vous savez, le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, s'en est très félicité après, après son élection. Ceci est un jour historique pour Djibouti et pour les Djiboutiens. Grâce à votre décision et à votre vote, vous avez confié à M. Mahmoud Ali Youssouf, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au poste exigeant de président de la Commission de l'Union africaine. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature de notre pays et pour la confiance que vous avez apportée à la confiance que vous avez accordée à M. Mahmoud Ali Youssouf, sa personnalité et sa compétence. Tout au long de cette campagne, nous avons voulu avant tout proposer un réel projet, une vision pour notre organisation et la coopération entre nos États. Je salue aussi tous ceux qui ont pris part à cette élection et en particulier les autres candidats, notre aîné Raila Odinga et notre frère Richard Radriamandarato. La diversité des idées et des visions renforce notre unité. Nous tendons la main à chacun d'entre vous, à toutes les équipes aussi de l'Union africaine, pour que nous avancions ensemble dans l'unité et la solidarité. Mais vous savez que Djibouti maintenant était un allié incontournable de la France dans la Corne de l'Afrique. Vous savez, quand la France a été priée de retirer son armée des pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et que le Tchad a pris la même décision, le président français Emmanuel Macron a annoncé officiellement qu'il avait décidé de repositionner son contingent militaire en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, et c'est exactement à Djibouti que les militaires français se trouvent maintenant. Ils y étaient même avant, mais ça a été confirmé et d'ailleurs, il y a un contrat de 20 ans qui a été signé dernièrement entre Djibouti et la France concernant la coopération militaire et de sécurité. Ce qui veut dire en réalité que Djibouti était un grand allié de la France. Et si son candidat vient d'être élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'est que aussi Paris a des intérêts là-dessus. Je ne sais pas si Paris est allé jusqu'à soutenir cette candidature, mais cela ne m'étonnerait pas du tout, puisque justement, c'est un allié de Paris qui vient d'être élu à la tête de la Commission africaine. Et si Paris maintenant s'oppose à toute prise de sanctions contre le Rwanda au sein de l'Union européenne, est-ce qu'on ne peut pas dire, présager que le même pays, la France, essaiera de jouer de son influence pour empêcher l'Union africaine de prendre les mêmes sanctions contre le Rwanda? On a vu d'ailleurs, il n'y a pas que la France. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui marchent sur les œufs, qui ne veulent pas que le Rwanda soit sanctionné. Et selon
l'un des enjeux majeurs de ce sommet qui s'est tenu ce week-end, samedi et dimanche, qui avait été précédé vendredi par la réunion du Conseil de sécurité de leur organisation. Mais l'un des enjeux majeurs n'a rien donné. Aucune résolution concernant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a été prise lors de ce sommet. Un seul pays, le Burundi, a plaidé à huis clos ce dimanche pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet ou choisi de l'évoquer en des termes très flous. Le Kenyan Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « Je ne veux pas en parler ». Il faut dire que la réunion du Conseil paix et sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda pour son agression, je cite. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée et que 48 heures plus tard, le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'après-midi, le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye, a tout de même donné une conférence de presse pour appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées. Il n'a pas mentionné le Rwanda. Côté congolais, on se félicite que Kigali n'ait pas obtenu le siège que le pays briguait au sein de ce Conseil paix et sécurité. Un vote sanction, selon certains analystes, même si d'autres facteurs ont pu jouer et que l'influence de Paul Kagame au sein de l'UA reste très importante. Donc on a élu le président angolais à la tête de la présidence tournante. On a élu Mahmoud Ali Issouf, le Djiboutien, à la tête de la commission de l'Union. Mais tous ceux qui se sont exprimés, mis à part le Burundi, n'ont pas osé dans le sens de condamnation et de demander des sanctions contre le Rwanda. Beaucoup se sont exprimés dans des termes obscurs. Beaucoup n'ont pas osé prononcer le mot Rwanda, qui pourtant, comme on le sait, est en train de se battre aux côtés du M23, et c'est l'armée rwandaise et les forces spéciales qui sont en train de prendre des villes et d'autres territoires. Ils ont pris la ville de Goma, ils ont pris dernièrement, ce week-end, justement, la ville de Bukavu, et ils sont en train de descendre vers le sud, on en a parlé ici. Autrement dit, l'Union africaine a brillé lors de ce sommet par son incapacité à décider, ce qui lui est d'ailleurs reproché souvent. C'est une organisation, pour beaucoup, qui ne sert pratiquement à rien. On pensait peut-être que, en écartant le président kenyan, la candidature de Raila Odinga présentée par le président kenyan William Ruto, on allait avoir une organisation peut-être plus pragmatique, plus réaliste et qui ose décider et sanctionner s'il le faut. Or, comme on le voit, je suis en train de le dire, on ne sait pas si le nouveau président pourra prendre des sanctions et ça nous étonnerait, surtout justement que lors du sommet, personne n'a osé dénoncer le comportement néfaste du Rwanda dans cette région. Sauf l'exception notable du Burundi. C'est le Burundi qui a demandé que le Rwanda soit sanctionné, mais personne n'a bronché et personne ne l'a suivi. Et puis après, nous avons vu le président congolais, Denis Sassou Nguesso, lors d'une interview qu'il a accordée à la télévision française France 24, s'exprimer étonnamment en disant que les sanctions ne peuvent rien donner. Quand j'ai vu cette séquence, j'ai réécouté au moins 3 fois ou 4 fois pour voir si je ne m'étais pas trompé.
Si les sanctions ne peuvent rien donner et que le dialogue n'a pas eu lieu, puisque le Rwanda, justement, veut imposer ses points de vue par la force, par quelle voie miracle on va sortir de cette situation? Sassou Nguesso, le président congolais, pourra peut-être nous répondre. Mais il est l'un peut-être des alliés de Kigali également, même s'il se dit aussi proche du président congolais Félix Tshisekedi. Tout ça pour dire que le sommet d'Addis Abeba, le sommet de l'Union africaine, n'a pas servi à grand-chose, sauf peut-être le nouveau visage, mais le nouveau président de la Commission de l'Union africaine ne pourra rien faire, même s'il le voulait, même si j'en doute, puisque justement, son pays est un grand allié de la France qui soutient maintenant aux yeux et au vu de tout le monde, qui soutient le Rwanda et qui ne veut pas qu'il soit sanctionné. Mais aussi d'autres pays qui ne veulent pas se brouiller avec Kigali. Et donc, quand on ne veut pas prendre des sanctions qui fâchent suite à une situation compliquée, puis à des responsabilités prouvées, la responsabilité du Rwanda dans l'Est de la République du Rwanda n'est plus à prouver. Les rapports sont là. C'est le Rwanda qui, maintenant, est en train de prendre des villes et des villes à l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu également le soutien apporté au Rwanda par le fils du président Museveni, Muhoozi Kainerugaba, qui a d'ailleurs menacé de s'attaquer et d'occuper la ville de Bunia dans la province d'Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ça pour vous dire que le Congo, en réalité, même si diplomatiquement, les autorités congolaises mènent un travail remarquable et portent des fruits, mais sur le continent africain, on ne peut attendre aucune décision venant des pays qui ne veulent pas se brouiller avec le Rwanda. Et donc, c'était du point de vue, c'est du point de vue politique, et justement, ces gens-là, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, n'ont pas osé décider, n'ont pas osé condamner, n'ont pas osé demander des comptes à Paul Kagame qui était présent à Addis Abeba. Lui d'ailleurs qui a préféré sortir lorsque la première ministre du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, a commencé à prononcer son discours qui mettait justement en cause la responsabilité du même Paul Kagame. Ça, c'est un point. Deuxième point, j'ai vu que ce sommet-là avait pour thème principal la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que les Africains ont pour ambition de demander réparation aux puissances occidentales essentiellement impliquées dans la traite des esclaves et dans le processus de colonisation. Donc, il y a la traite des esclaves et il y a la colonisation. Évidemment, ce sont deux faits majeurs historiques qui sont condamnables, hautement condamnables.
la colonisation et la traite des esclaves. Mais là où je reviens à l'inefficacité des décisions prises au niveau de l'Union africaine, c'est que les puissances occidentales, quand les puissances occidentales entendent de tels discours, elles ne peuvent que se moquer. Parce qu'il y a eu des Africains impliqués dans la traite des esclaves. On n'en parlait pas, mais c'est le cas. Qui ont collaboré avec les Occidentaux. Et puis la colonisation. Les faits les plus graves du point de vue de la colonisation, évidemment, il y a ce qui s'est passé au moment de la présence des puissances coloniales, mais le plus dur a été qu'on a été heureux lorsque les pays africains sont prétendument sortis de la colonisation et sont devenus indépendants. Vous savez, on parle maintenant du néocolonialisme. D'ailleurs, du point de vue de la France, on parle de la France-Afrique. Donc, il y a des pays occidentaux qui étaient des anciennes puissances coloniales qui ont fait comme ils octroyaient l'indépendance aux pays africains, mais qui ne sont jamais partis en réalité, qui ont installé des pions, des présidents fantoches, dont d'ailleurs beaucoup sont encore présents au détriment des peuples. Ce sont ces présidents-là qui sont en réalité des vassaux des puissances étrangères qui font que les peuples africains ne sortent pas de la misère. Et ce sont ces mêmes présidents qui s'adonnent, disons-le, aux actes de déstabilisation de leurs voisins, comme nous le disions, dans la région des Grands Lacs. Et ce sont les mêmes présidents dont on attend les décisions lors des sommets de l'organisation à Addis Abeba. Quand vous entendez justement le président Denis Sassou Nguesso dire que les sanctions ne peuvent pas servir à grand-chose, vous comprenez de quoi il veut parler. C'est que lui-même a été placé à la tête du Congo par un pays européen que vous connaissez. Et c'est le même pays maintenant qui est en train de supporter le Rwanda au vu et aux yeux de tout le monde. Au vu et aussi de tout le monde. Donc, de tels présidents maintenant vont participer dans les sommets de l'Union africaine et puis prendre les décisions qui arrangent l'Occident. Et on ose maintenant venir dire, on va demander réparation à ceux qui ont fait la traite des esclaves et à ceux qui ont fait la colonisation. Alors que les colons sont toujours là et que vous-même, vous êtes des instruments de la colonisation. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Quand un président est là déjà depuis plus de 30 ans, normalement, il n'aurait plus droit à la parole. Des gens qui oppriment leur peuple, qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui prennent la chose publique comme leur patrimoine est privé, vous ne pouvez pas en attendre grand-chose. Et quand j'entends justement qu'ils veulent demander des réparations, on ne peut que s'en amuser, même si c'est malheureux. Puisque ce sont ces gens-là qui ont fait la traite des esclaves, ce sont ces gens-là qui ont fait la colonisation, qui les emploient. Ce sont leurs maîtres.
vous allez comment demander réparation à celui qui vous emploie? Parce que si vous fâchez vos maîtres, peut-être que vous allez voir que vos régimes vont aussi prendre fin parce qu'ils vous contrôlent. Ils vous contrôlent. Et voilà. Donc, il y a ça, il y a ce sujet de l'Est et de la République démocratique du Congo, dont le sommet de l'Union africaine n'a pas dit grand-chose. Et puis, il y a ce projet, cette ambition de demander des réparations contre les gens, en fait, qui vous contrôlent, qui vous dictent les règles à mener. Et là, justement, personne ne vous prendra au sérieux. J'ai vu, en revenant sur le sujet de la République démocratique du Congo, je parlais de la France, qui est maintenant dans le viseur du peuple congolais. Je suis souvent les réseaux sociaux, ce qui se passe. Et ce week-end, n'eût été l'intervention du ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, il y allait y avoir de la violence à Kinshasa et je salue justement les autorités congolaises qui ont pris leurs responsabilités. Parce que des gens voulaient manifester pour mettre feu aux églises. Ça veut dire les lieux de prière, des gens que vous avez vus défiler dans les rues de Goma aux côtés de Corneille Nangaa et qui se sont rendus à Kigali, rencontrer Paul Kagame et plaider pour un dialogue entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Alors que ces gens, les gens d'église, savaient que le gouvernement congolais a pris la décision, a décidé de tracer cette ligne rouge et de ne pas discuter officiellement, directement avec la rébellion du M23 que le gouvernement qualifie de terroriste. Et par contre, il y a un dialogue voulu entre Kinshasa et Kigali directement. Et ces gens-là, justement, sont allés à Goma, sont allés à Kigali, et cela a fâché beaucoup de Congolais, ma peuple. Et je salue justement l'intervention du ministre de la Communication qui a demandé qu'il n'y ait pas de violence parce que ces églises-là allaient être incendiées. Et donc, c'est une décision responsable et bravo, monsieur le ministre. Nous avons tous suivi le président de la République. Le 29 janvier, il avait dit que notre colère était acceptable, mais que nous ne devions pas exprimer notre colère dans des actes qui peuvent être répréhensibles. Ici, je voudrais spécifiquement m'adresser aux jeunes de Kinshasa, parce que nous avons lu, on a vu qu'il y avait des réactions de colère, compréhensibles d'ailleurs, lorsqu'on a vu les images de nos pères de l'Église catholique et protestante avec ce que nous considérons comme des ennemis. L'Église a vocation de travailler pour la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'œuvre de prêtres s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix, tel qu'ils en parlent, le pacte social pour la paix, et une démarche qui a été présentée au président de la République. Et donc, il est hors des questions que même si nous pensons, même si nous avons raison d'estimer qu'il ne devait pas serrer les mains aux ennemis, mais il faut considérer que c'est aussi cela, la démocratie ou la marche pour aller vers la paix. Les églises, les lieux des prières sont des lieux sacrés. Penser s'en prendre à des lieux de prière, c'est penser s'en prendre à Dieu. S'ils ont mal agi, c'est Dieu le juge. Dieu les jugera. Mais ce serait inacceptable que des gens s'élèvent pour aller perturber, et pour penser même perturber les services religieux
un jour de dimanche. Nous avons besoin, nous parlons souvent de front spirituel. Alors, dans les fronts spirituels, c'est des actions de grâce et des actions de prière à l'égard des dieux. Il n'y a pas meilleur jour pour les fronts spirituels que dimanche. Alors, ne désacralisons pas ces jours-là, parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par des actes qui sont intolérables. Restons dans la ligne du président de la République et dans la ligne du gouvernement. Revendiquons ce que nous souhaitons par la paix et par des moyens pacifiques. Les prêtres auront l'occasion, quand ils auront terminé leur consultation, de s'exprimer. Et en ce moment-là, on pourra justement voir la pertinence et le sens de leur démarche auprès de ceux que nous considérons comme des ennemis. Et puis, à la France, c'est justement maintenant. À la France, il faudrait que... Il y a beaucoup de gens, les choses sont en train de bouger. Enfin, les Congolais disent eux-mêmes que les lignes sont en train de bouger, même si rien ne s'est passé du côté d'Addis Abeba. Mais je suis beaucoup d'interventions au sein de l'Union européenne, surtout les interventions des parlementaires et bergers français. Et effectivement, il y a beaucoup d'interventions qui vont dans le sens de sanctionner le Rwanda. Mais la France, essentiellement, est dans le viseur des commentateurs congolais qui l'accusent, à juste raison d'ailleurs, qui l'accusent d'être trop clémente avec Kigali. Mais on sait pourquoi. C'est que Kigali sert les intérêts de la France depuis quelques temps, notamment avec l'armée rwandaise qui est déployée dans la province mozambicaine de Cabo Delgado pour combattre les djihadistes, mais surtout pour protéger les intérêts de la France. Ça, on le sait, on ne revient pas là-dessus. Et donc, ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est ce sujet concernant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Et ma foi, on se demande pourquoi, mis à part les nouveaux visages à la tête de leur organisation, mais rien n'a été dit au cours de ce sommet. Bon, il y a eu des prises de parole, des discours, mais aucune résolution concrète n'a été tenue. Je parlais de la situation à l'est de la République démocratique et du Congo. Le nouveau président de l'Union africaine maintenant est Joao Lourenço. Et Joao Lourenço, c'est lui qui chapeautait jusqu'à ce jour le processus de Luanda qui visait à rétablir les relations normales entre Kinshasa et Kigali. Mais comme vous le savez, Kigali accuse Luanda maintenant d'être très proche des positions de Kinshasa. Ce qui veut dire que c'est un processus qui est aussi mort. Et si le président de l'Union africaine maintenant ne met pas sur la même longueur d'onde que l'un des membres de l'Union africaine, à savoir le Rwanda, ça veut dire qu'il aura du mal à concilier les positions de Kinshasa et de Kigali. Cela se comprend. Et puis, il y a justement le nouveau président de la commission, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, qui lui aussi pourrait avoir un penchant pour Kigali parce qu'il est un allié traditionnel de la France. Ça veut dire que l'Union africaine, qu'on se le dise, n'aura aucune décision à prendre concernant la République démocratique du Congo. Déjà, il y a la SADC et l'EAC qui, comme nous l'avons vu, ont eu un sommet, Louis
février à Dar es Salaam, mais qui a fait pchit. Puisqu'il y a trop d'intérêts divergents dans cette situation, on n'attend rien de l'Organisation de l'Unité africaine qui est très hétéroclite, et dire qu'il y aura une intervention positive pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo, ce serait être trop optimiste. Et donc, la situation à l'est de la République démocratique du Congo se résoudra peut-être militairement, c'est possible, pourquoi pas, ça s'est vu ailleurs, ça s'est vu également en République démocratique du Congo, mais peut-être qu'il y aura d'autres interventions qui viendront d'autres continents. Mais on n'attend rien du tout de l'Union africaine. Puisque c'est une organisation très inefficace, et sur le plan pratique, ça ne peut pas marcher. Il y a beaucoup d'intérêts divergents. Et il y a des gens, des dirigeants africains, qui normalement, s'ils se regardaient dans un miroir, devraient avoir honte de leur opposition, puisqu'ils ne servent pas les intérêts de leur peuple. Et alors là, attendre d'eux qu'ils aillent à Addis Abeba et appeler le Rwanda de retirer son armée du pays voisin, ce serait trop leur demander. C'est pour cela justement que cette organisation dite panafricaine, normalement, ne sert à rien. Ce qui aurait pu marcher, c'est des organisations d'intégration sous-régionale, comme le YAC, comme la SADC. Mais là aussi, comme on vient de le voir, ça ne marchait pas. Pour conclure sur ce sujet, le sommet tenu à Addis Abeba de l'Union africaine, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, qui n'a rien donné sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Et d'ailleurs, ces projets, ces ambitions, ces théories, cette utopie de demander des réparations aux responsables de la traite des esclaves et de la colonisation, c'était justement de l'utopie et ça ne donnera rien du tout. Donc, c'est une grand-messe qui... La galerie, on prend des photos, c'est très bien. On voit des gens qui sont là, qui sont ensemble, qui discutent, mais concrètement, pour ne rien dire, pour ne rien décider. Et c'est très dommage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin au dossier de ce jour. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.